dans ces différentes provinces. Le gouvernement, conforme à la vision du chef de l'État, a voulu prendre des actions qui soient de nature à confirmer la volonté non seulement du chef de l'État, du gouvernement, mais de l'ensemble de la population dans ces différentes provinces de sortir des griffes de la pauvreté. Le moment est venu pour que les Congolais se prennent en charge. Au-delà de ces slogans qui font de nous parfois des acteurs sans action, des animateurs sans politique, le moment est venu, disais-je, où nous devons nous prendre en charge pour que l'agriculture soit effectivement une priorité des priorités. Ces paroles ont été prononcées lors du lancement de la campagne agricole de l'année dernière, une première depuis près de 22 ans dans le pays. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une cité de 12 millions d'habitants située au cœur de l'Afrique centrale. C'est ici que le gouvernement congolais a convié les investisseurs potentiels lors du Business Meeting pour le financement du PNIA, le Plan national d'investissement dans les projets agricoles. En effet, la RDC cultive un paradoxe flagrant. Ce pays possède 80 millions d'hectares de terres arables. Il bénéficie d'une forte pluviométrie et d'un climat tropical. Pourtant, la RDC tire l'essentiel de ses revenus du secteur minier qui contribue à 80% au budget de l'État. De plus, le pays est un importateur net de produits agricoles. Le secteur agricole occupe 80% de la population active. Désormais, la RDC veut en faire le principal vecteur de la croissance de son économie. Pourquoi l'agriculture n'est pas le secteur le plus porteur au Congo? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que en un mot, on peut dire qu'il y a manque d'investissement d'abord. Manque d'investissement pour acquérir un certain nombre de technologies, manque d'investissement pour former les agriculteurs, manque d'investissement pour acquérir des intrants de qualité comme des semences, comme les engrais. Et donc, en un mot, on peut ramener ça au niveau de niveau très bas d'investissement. Mais dans ma présentation, ce que je voulais montrer, c'est qu'au-delà même de l'augmentation du niveau d'investissement dans l'agriculture, nous devons également changer la manière de faire cette agriculture-là. Alors dites-moi, pour le business présent et dans votre plan national d'investissement, à combien avez-vous estimé les besoins en termes financiers? Globalement, c'est autour de 6 milliards de dollars d'ici 2020. Au niveau interne, je crois que en prenant ce que le gouvernement est disposé à mettre dans les secteurs agricoles, ce que les partenaires traditionnels peuvent mettre, on peut couvrir entre 30 et 35%. Donc il y a un gap de 65% et c'est par rapport à ces gaps-là qu'on sollicite l'intervention des investisseurs, soit privés, soit institutionnels. Afin de mobiliser les investisseurs nationaux et étrangers, il faut leur montrer que le Congo ne manque pas d'atouts dans le domaine agricole. Tous ont eu le loisir d'admirer la variété et l'abondance des richesses agricoles produites en RDC. Les 11 provinces du pays ont présenté leurs richesses. Bananes, plantains, manioc, haricots, légumes en tout genre, mais aussi gibier et poissons de toute taille. Bref, les provinces congolaises se mettent en ordre de marche pour gagner la bataille de la sécurité alimentaire. La première production en production végétale, c'est le maïs, qui fait même aujourd'hui notre fierté, parce que quand le maïs baisse le prix, ça entraîne les autres denrées alimentaires et il y a stabilité des prix. À part le maïs, nous entrons en culture pérenne. Nous avons les palmiers à huile. Nous sommes parmi les grands producteurs de l'huile de palme. Nous avons l'arachide, le coton, le soja, la pomme de terre, la patate douce, etc. D'une façon globale, le Kasaï oriental est un grenier de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'à présent, on a vu quand même les dernières années
enfin, je parle d'il y a presque 10 ans, une ruée vers le diamant. Beaucoup de jeunes arrêtaient l'école, arrêtaient d'être agriculteurs pour aller vers le diamant. Et ce qui fait que le Kasaï n'est pas autosuffisant de façon alimentaire. Est-ce que vous avez réussi à redresser là-bas? Tous nous avons été frappés par ces phénomènes-là. Vers les années 80, il y a eu la libéralisation du diamant. Cela avait entraîné tous les jeunes gens, tous les hommes d'affaires. Ils ont cru que se retrouver facilement, il faut faire le diamant. Et bientôt que l'actuel gouverneur a compris la volonté du chef de l'État de voir la République démocratique du Congo redevenir le grenier de l'Afrique, pourquoi pas du monde, le gouverneur a aussi pris un arrêté rendant l'agriculture priorité des priorités. L'agriculture est devenue la première activité dans la province de Kasaï oriental. C'est ce qui a fait, les 2 dernières années, on a connu la stabilité des prix des denrées alimentaires. Ailleurs, ça coûtait jusqu'à 3 000 francs les mégas. Mais chez nous, sur place, en ville, nous avons vendu à 1000, 1500 si c'est cher. Au mois de novembre, ici, on a toujours parlé de la disette. Actuellement, on a oublié cette affaire. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Kasaï est autosuffisant de façon alimentaire? Pratiquement, parce que le Kasaï est d'abord enclavé. Si le Kasaï est enclavé, si ailleurs ça chauffe, le Kasaï doit se suffire lui-même. Le Kasaï occidental a toujours été le grenier, l'un des greniers de la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes venus aussi avec nos produits, essayer de montrer ce dont nous sommes capables et surtout que nous sommes aussi à la recherche des investisseurs, leur dire que le Kasaï occidental, c'est une terre hospitalière qui est là, qui les attend, avec tous les atouts dont elle dispose pour que, enfin, l'agriculture marche, non seulement en République démocratique du Congo en général, mais aussi au niveau du Kasaï occidental en particulier. Et quels sont vos atouts en termes de production agricole? C'est les céréales, c'est le maïs. Dites-nous qu'est-ce que vous produisez de plus et de mieux? Bon, le Kasaï occidental produit vraiment beaucoup en termes de production de maïs, plusieurs sortes de maïs. Nous produisons du manioc. Vraiment, de ce côté-là, nous sommes même un des grands greniers de la République démocratique du Congo. Nous produisons du café parce que vous savez, contrairement à beaucoup d'autres provinces de la République démocratique du Congo, le Kasaï occidental a une partie qui est constituée de forêts et une autre partie de la savane. Et au nord, on produit vraiment du café, beaucoup de café. On produit le palmier à huile, on produit le noix de palme, c'est ce que je voulais dire. Et au sud, on produit essentiellement le maïs, le riz, le manioc, les niébés, le haricot et j'en passe. Bon, ce que nous produisons, ce que nous proposons aux producteurs, c'est quoi? Nous leur disons, nous avons des terres qui sont là, qui n'attendent que les investisseurs. Nous leur disons, nous avons la main-d'œuvre qui est là. Nous leur disons, nous avons une autorité qui est installée et qui peut donner à ces investisseurs-là donc toutes les facilités, tous les moyens pour que ces investisseurs travaillent et que ces investisseurs se sentent comme s'ils étaient chez eux. En fait, ce que la province du Kasaï occidental voudrait proposer aux investisseurs, ce sont des bonnes conditions de travail pour qu'ils fassent bien leurs affaires et pour que la province aussi se retrouve au travers de sa population. Village agricole, c'est quoi ce concept en fait, ce concept que vous avez mis en œuvre au Bandundu et qui est un concept qui pourra peut-être faire florès dans le reste du Congo? Bien entendu, c'est les concepts qui visent à encadrer les petits producteurs au niveau de l'agriculture parce que le village agricole a 3 piliers. Nous avons l'habitat, l'agriculture et la promotion de l'énergie locale. Quand je parle de l'habitat, tu vois quand tu passes dans toute la province, nos maisons, nos parents habitent encore des maisons en pissé, des maisons que vous n'accepterez pas. C'est comme si on était dans le XIIe siècle. Mais l'idée, c'est qu'avec du matériel local que nous avons d'élargir, le programme pense
à acheter les machines qui peuvent fabriquer les briques avec du matériel local. Comme ça, on a un peu de maisons décentes que nous allons faciliter aux bénéficiaires. Et au niveau de l'agriculture, l'approche c'est de relancer l'agriculture. Vous savez que la province de Bandundu est agricole par excellence. Et c'est elle qui nourrit la ville de Kinshasa qui a presque 12 millions d'habitants. Et il y a aussi les frontières comme l'Angola, aussi les Kasaï orientales. Mais depuis très longtemps, la province de Bandundu a perdu presque son élan de gain agricole. Bon, il y a plusieurs contraintes que je ne saurais pas peut-être relever ici, mais de façon générale, depuis que son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean Kamissano est en place, nous avons mis en place le programme provincial de filières agricoles. Dans son pilier de la relance de l'agriculture, nous sommes en train d'accompagner les petits producteurs, les familles, les ménages. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà atteint plus de 16 000 ménages encadrés par autour de 54 villages. Qu'est-ce que nous faisons? Nous leur facilitons d'avoir plus des embravures. Parce qu'avec la houe, la famille arrive à faire seulement 10 arts, 15 arts, rarement 20 arts. Mais nous avons une dotation de tracteurs au niveau du gouvernement central. Et nous avons mis les moyens. Le gouvernement central aussi nous a accompagnés. Nous sommes en train d'aider les populations les ménages d'avoir un peu plus d'embravure. On a commencé par 2000 hectares, 1 hectare. Aujourd'hui, nous leur donnons les semences. Après avoir préparé les sols pour eux, les labourer RC, nous leur donnons les semences. Eux-mêmes, ils prennent en charge les autres opérations culturelles.